après la bataille de Bien Phu, le sang en est décidé, arrivent les accords de Genève pour en finir avec l'intervention française, la présence française. Et dans ces accords de Genève participent plusieurs puissances, mais toutes les puissances n'ont pas signé ou accepté les accords de Genève. Pouvez-vous nous préciser la position de chacun, les intérêts de chacun? La convention, la réunion à Genève des principales parties, comme vous l'avez dit, et ils n'ont pas partagé le même avis, ils n'ont pas la même idée sur la solution du problème vietnamien. Mais on ne peut pas, le cas ne peut pas continuer. La défaite sanglante des Français à Dien Bien Phu oblige les Français à conclure de paix à n'importe quel prix pour le Vietnam afin de retirer ses troupes. Mais ils ont réussi quand même à conserver une partie, le sud du Vietnam, aux Vietnamiens comme pays libre. Ça, c'est un mérite qu'il faut reconnaître aux Français. Surtout quand ils ont des défaites sanglantes comme ça à Dien Bien Phu, avec la perte des milliers d'humains, et après une guerre qui a duré depuis 1945 jusqu'à 1954, 10 ans. Vous savez que pendant cette décennie-là, les Français ont mobilisé des dizaines de milliers de soldats pour faire la guerre au Vietnam. Au début, c'était une guerre colonialiste, il faut le reconnaître. Mais après, à partir de 1948, surtout à partir de 1950, la guerre est en quelque sorte internationalisée. En ce sens qu'avec l'avènement de Mao Tse-tung en Chine, avec la marée communiste qui déferle sur le sud de l'Asie, les Français deviennent les soldats, en quelque sorte défenseurs de la liberté dans ce coin du monde. Pour cela, les Américains ont aidé beaucoup les Français en Indochine. Presque la moitié du budget militaire, des dépenses militaires en Indochine, et presque la totalité des armements sont fournis par les Américains. Mais on ne peut pas continuer la guerre avec la défaite de Dien Bien Phu. Et surtout les Anglais ont à tout prix réclamé la paix à n'importe quel prix au Vietnam, en Indochine. Les Anglais sont très pratiques. Les Américains acceptent aussi, mais à un certain prix. C'est-à-dire qu'il faut laisser la moitié du pays indépendant et libre. Et tout ça. Même ça, les Américains et les Vietnamiens du Sud n'ont pas reconnu les accords de Genève. Et le gouvernement de Gordon Diem n'a pas signé les accords de Genève. Instruction est donnée au ministre Tân Văn Do de ne pas signer. Et Diem a fait une déclaration conjointe disant que le Sud-Vietnam, l'État du Vietnam, n'accepte pas les accords de Genève, tout ça. C'est pour cette raison que Diem n'a pas exécuté une clause des accords de Genève sur des élections 2 ans après la conclusion des accords de Genève. Diem ne voulait pas des élections. D'une part parce qu'il n'a pas accepté cette clause-là dans les accords de Genève, et d'autre part, tout le monde sait qu'il n'y a pas de démocratie réelle
dans un pays communiste pour avoir des élections libres et, voilà, et démocratiques. Donc, le Vietnam libre, désormais, est limité du 7e parallèle jusqu'au sud, du pont de Cameroun. Un an après, Bodai a nommé Diem comme Premier ministre avec plein pouvoir militaire et politique. Diem est revenu au pays quelques semaines avant le 20 juillet 1954, signature des accords de Genève. Il a beaucoup de peine à s'installer à Saigon, parce que dépourvu de moyens, il n'est pas vu avec des yeux bienveillants de la part des Français, dont les troupes restent encore au sud du Vietnam, jusqu'en 1956. Les militaires, l'armée n'est pas aux mains de Diem, mais aux mains du général Hinh, voilà, français, épouse française, qui n'aime pas Diem, et qui s'est insurgé contre le premier ministre Diem. Voilà. Les accords de Genève ont été signés sous le gouvernement de Boulan. Oui. Non, Boulan est démissionné. Voilà. Boulan est démissionné et Bodai a nommé Diem en remplacement de Boulan. Or, Diem est nommé 2 semaines avant la signature des accords de Genève. Alors que Boulan, oui, était pendant la première année de discussion, Boulan était encore Premier ministre, jusqu'au retour de Diem. Pourquoi ce changement? Ce changement est obligatoire. Parce que Boulan, le prince Boulan est un prince aussi. Il est une parenté de Bodai. C'est un bon homme qui a vécu longtemps en France. Mais il n'a pas l'autorité et le charisme de Diem. Alors il faut un premier ministre, charismatique, et puis assez ayant un prestige indéniable vis-à-vis du peuple, voilà. Et pour Bodai, Diem, c'est celui-là. Après les accords de Genève, comment est-ce que Nguyen Diem a progressivement pris le pouvoir et a finalement amené la destitution de Bodai? Voilà, c'est une question très bonne, à laquelle il faut une réponse assez claire. Parce que une bonne partie de gens, des Vietnamiens, des Diem trahit Bodai. Voilà. Alors qu'en réalité, si l'on se réfère même à un livre écrit par Bodai de Dragondana, édité en France, voilà, en 1980, il n'a aucune parole, aucune ligne critiquant Diem pour sa soi-disant trahison. Non. En réalité, Diem ne voulait pas destituer Bodai. Il a peur de cette décision. Mais il faut se souvenir que c'était en 1955, à peine un an après le retour de Diem au Vietnam, il y a un soulèvement, pas un soulèvement, mais il y a l'attitude du général Hinh, le chef d'état-major général à ce temps, qui ne reconnaît pas Diem comme premier ministre. Il a fomenté une sorte de push contre Diem, en formant un parti politique dans les militaires. C'est ce qu'a révélé même le général Dole. Voilà. Et puis d'autre part, ce qui est grave, c'est que la sécurité et la police nationale étaient dans les mains des miliciens.
Bien sûr, c'est une sorte de pirates qui sévissent à Saigon et Chilon. Hein? Il y a, les munitions, ils sont organisés, des maisons de jeu, tout ça, de la prostitution. Bon. Et ce sont les munitions qui ont envoyé chaque année des millions de piastres et de francs à Bodai en France. C'est pour cela que Bodai a nommé les dirigeants de munitions, La Husha et La Hutai, comme directeur général de la police et de la sécurité vietnamienne. L'un est directeur général de la police nationale, tout le pays, et l'autre, son frère, est directeur de la police et de la sécurité au Sud-Vietnam. Ce qui fait que, en ce temps-là, j'étais étudiant à Saigon, en 1954-55, j'ai vu les bérets verts des cadres de munitions devenus des agents de police, hein, qui sévissent dans la ville à Chelou et à Saigon. Et tout le monde a peur d'eux. Voilà. Ils ont la gâchette facile. Je ne peux pas accepter que le pays est soumis à une police commandée par des pirates. Mais les munitions ont la faveur de Sa Majesté de Bodai. Et il s'est rallié contre les opposants de Diem, hein, certains Wahao et Karai. C'est pour cela que Diem a donné l'ordre, hein, de, comment dirais-je, parce que avant ça, les munitions ont bombardé l'état-major général de l'armée nationale, qui se trouve dans la rue de Hunda à ce moment-là. Donc, les militaires vietnamiens se sont révoltés contre cette violence des munitions. Alors, ici, on a l'ordre d'attaquer les munitions. Alors, une bataille dans la ville pour expulser les munitions hors de Saigon. Et Bodai a lancé un télégramme demandant Diem de rejoindre immédiatement Paris, la France. Alors que la bataille est encore engagée entre les pirates de munitions et le gouvernement. C'est pour cela que les partis politiques, il y a une vingtaine ou plus de partis politiques, avec les cadaïstes et les ralliés, le parti rallié à Diem, dont le général Tenmunté et d'autres, se sont réunis dans le palais de l'indépendance, hein, et demandent à Diem de ne pas aller en France, alors que le pays est en guerre. Hein. Un deuxième télégramme est envoyé par Bodai, demandant à Diem à revenir d'urgence de France. Tous les partis politiques qui se trouvent au palais de l'indépendance réunis là-bas, hein, ont protesté contre ce télégramme et exigé l'abdication de Bodai. Il se trouvait à ce moment à l'étage du palais de l'indépendance, hein, est informé de cette décision des partis politiques. Il a eu peur, parce que c'est une nation très grave pour Diem, hein, destituer son chef, le chef d'État Bodai. Alors, il a presque tremblé. Mais les partis politiques qui sont là, hein, sont déterminés à destituer Bodai. On a enlevé le portrait de Bodai dans le palais du Nord. Hein, voilà. Et c'est pour cette raison que Diem a dû suivre l'avis de tout le monde. Ça commence le processus de destitution de Bodai qui aboutit à un référendum. Voilà, quelques mois après. Là, vous apportez un point de vue très nouveau par rapport en fait aux autres avis, dans le sens où qui a autoritairement pris les décisions de destituer Bodai, alors que là, on sent que c'est un consensus général des différents partis, Cao Dai, Hoa Hao, les autres partis, et les Américains là-dedans, et les Américains. Oui.
quel est leur rôle? Au final, Diep était-il pour ramener une certaine cohérence dans le gouvernement, à procéder à la destitution de Bảo Đại par consensus, ou est-ce que c'est lui qui a pris la responsabilité par lui-même et venant de lui-même? Non, c'est une chose très 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 claire que tout le monde a reconnu, au moins plusieurs gens, et les militants de Cao Đài, de Hòa Hảo et les partis politiques, hein, voilà, ont témoigné ce jour-là, hein, le soulèvement et l'opposition violente des partis politiques et de tout ça dans le palais d'Indépendance. Parce que je sais bien que Diep n'est pas un type qui a cette pensée révolutionnaire. Il était un ancien mandarin qui respecte le roi et l'empereur. Donc tous les témoignages que vous allez voir ou que vous avez lus dans beaucoup de livres, et même dans le drame d'Adam écrit par Bảo Đại, hein, Bảo Đại n'a jamais dit que Diep m'a trahi. Non, vous allez lire le drame d'Adam.